Santé, à la une de ce 20h, le chef du gouvernement Albert Ouedraogo a visité la société de production pharmaceutique Profarm située à Komsilga. Le Premier ministre a constaté sur place le processus de fabrication des médicaments génériques et s'est assuré du respect des normes en la matière. Les images de la visite en début de journal. Développement industriel, que devient la société de transformation des fruits et légumes de Lumbila. Depuis sa création en 2013, la société qui ambitionnait de mettre sur le marché burkinabé chaque jour 250 tonnes de tomates et 240 tonnes en concentré de mangue peine à démarrer ses activités. Plusieurs difficultés entravent le démarrage des activités. Les détails tout de suite. Au Tchad, un nouveau report pour les travaux du dialogue national inclusif et souverain initialement prévu pour ce mardi. Ils ont été reportés au mercredi pour des raisons d'organisation. Plus de 1000 participants sont attendus pour discuter de la réforme des institutions et d'une nouvelle constitution. Bonsoir à toutes et à tous. Merci de choisir le 20h de Tweet TV. Le Premier ministre Albert Ouedraogo a visité ce matin la société de production pharmaceutique Profarm, une initiative portée par des Burkinabés qui vise à rendre disponibles et à moindre coût des médicaments génériques. Le chef du gouvernement a salué l'initiative du projet et a promis l'accompagnement de son gouvernement pour la réalisation de ce type de projet. Abdourahim Niagne, premier reportage de ce 20h. Profarm, c'est la société de production pharmaceutique portée par le docteur Armel Kouefé, pharmacien depuis près de 20 ans. Située dans la commune de Komsilga au sud de la capitale burkinabé, Profarm produit 3 molécules essentielles pour le moment. Et la capacité de production est importante selon le directeur général qui entend répondre aux besoins des formations sanitaires du pays. La première molécule, c'est le paracétamol 500 mg, que vous connaissez tous, je crois. La deuxième molécule, c'est du fluoroglucinol, donc c'est un antispasmodique qui est utilisé dans les douleurs d'origine spasmodique chez les femmes. Et enfin, on va produire ici un kit de SRO zinc, donc c'est un kit de traitement de la diarrhée avec 2 sachets de SRO, donc c'est du sel de réhydratation orale qui va réhydrater l'enfant qui va perdre beaucoup d'électrolytes pendant la diarrhée, et puis 10 comprimés de zinc pour renforcer l'immunité. Donc au départ, ce sont ces 3 molécules-là qu'on va produire, mais bien sûr, la liste n'est pas exhaustive. Au fur et à mesure, on va mettre sur place aussi la production de médicaments pour la prise en charge du paludisme. Le chef du gouvernement a visité la société et a constaté le processus de fabrication et le respect des normes en la matière. Il se dit satisfait de cette initiative et affirme l'engagement de son gouvernement à accompagner les initiatives nationales. C'est une usine importante dans la mesure où cela va contribuer à mettre à la disposition de nos populations des médicaments à moindre coût et assurer en tout cas une disponibilité permanente de ces médicaments dans la mesure où les médicaments qui sont fabriqués ici, les produits qui sont fabriqués ici, ce sont les produits les plus demandés dans les formations sanitaires. Et je me réjouis de constater que c'est un projet qui est entièrement porté par des Burkinabés. C'est pour cela que le gouvernement se tiendra toujours aux côtés de ces promoteurs de ce genre de projet. Et le gouvernement, en tout cas, est prêt à mettre en place toutes les facilités nécessaires pour permettre l'émergence de ce genre de projet. Le directeur général de Profarm estime que les procédures pour l'autorisation de mise sur le marché de ces produits sont presque à terme. Il a salué la visite du Premier ministre qui, selon lui, stimule son engagement à rendre les médicaments disponibles et accessibles.
13 ans après sa création, la société de transformation des fruits et légumes de Lumbila n'a pas pu transformer une seule tonne de mangue ni de tomates, alors qu'elle devait mettre sur le marché burkinabé 250 tonnes de tomates et 240 tonnes en concentré de mangue chaque jour. À l'heure actuelle, les travaux sont à l'arrêt. Que devient donc cette usine de transformation quand on sait que les contribuables burkinabés, quand on sait que les contribuables paient au moins 6 millions de francs CFA par mois pour sa mise en œuvre? Élément de réponse avec le ministre en charge du commerce dans cet élément signé Fatima Tanikema. La société de transformation des fruits et légumes de Lumbila, STFL, a une histoire qui ressemble à celle de bien de projets portés par l'État. Une ambition, offrir l'opportunité de transformer nos produits sur place, un porteur de projets crédibles, l'État, des moyens mobilisés, des visites terrain même, et à la fin, rien, si ce n'est un mirage qui aura pourtant fait circuler beaucoup d'argent. Créée en 2009 et implantée à Lumbila dans la région du Plateau central, la société de transformation des fruits et légumes de Lumbila STFL ambitionnait mettre sur le marché burkinabé chaque jour 250 tonnes de tomates et 240 tonnes en concentré de mangue. Après l'arrêt des travaux en 2013, une probable reprise des chantiers avait été annoncée en 2018 par l'ancien ministre du Commerce Aruna Kabore. Que de balais pour rassurer bailleurs et population que tout est remis en selle. 4 ans après, où en est-on? La réponse du ministre du Développement industriel, du Commerce, de l'Artisanat et des petites et moyennes entreprises, Abdoulaye Tall, qui a hérité du dossier, en dit long. C'est un cas concret d'utilisation non optimale des ressources publiques. Je vous dis très franchement, on doit la vérité au peuple burkinabé. C'est un projet de 2009. 13 ans après, il n'y a rien. Il faut le dire. Ça a été mal monté, mal exécuté. Pendant que les locaux qui doivent servir à abriter les machines, les usines, ne sont pas achevés, on fait venir les usines, on fait venir les machines. Donc les machines sont exposées pour certaines aux intempéries. Les locaux ne sont pas terminés. Des machines, pour la plupart obsolètes, alors qu'elles n'ont encore été au contact d'aucun fruit, aucun légume à transformer. Mais ce n'est pas le seul problème que rencontre la STFL. Deuxième problème, on a un partenaire privé à l'intérieur qui détient une minorité de blocage. Et donc, je crois à la concertation. Mais en général, quand on fait un projet, quand on inclut un partenaire privé, soit il apporte des ressources financières, soit il apporte du savoir-faire en termes de ressources humaines qualifiées, soit il apporte de la technologie. Malheureusement, il n'y a aucun dans le lot. Pour le ministre Abdoulaye Tall, il est encore possible de sauver le projet, mais qui sont les responsables de cet échec? Vous remarquerez que certains créanciers ont porté plainte contre la société, ont saisi les véhicules et les ont vendus. De plein droit, décision de justice. Donc, on a une situation très complexe et il faut faire dans le respect des lois et c'est sur ça que nous travaillons. 2 plaintes ont été déposées au tribunal dont relève l'usine. Le reste est entre les mains de la justice. C'est le gouvernement qui a posé plainte? Naturellement. D'accord. Puisque c'est les ressources publiques, le budget de l'État, plus un emprunt effectué par l'État. Pour ce projet, l'on se rappelle de l'appui financier de la Banque d'investissement et de développement de la CEDEAO d'un peu plus de 4 milliards de francs CFA en octobre 2018, avec l'ambition, en plus de Lumbila, d'avoir 3 autres unités de transformation à Yako, Goursi et Waiguia. Les ambitions n'ont pas manqué et pourtant, les faits sont têtus. Pour mémoire, le projet STFL au départ a été évalué à plus de 8 milliards de francs CFA, mais il a englouti finalement environ 17 milliards de francs CFA. 17 milliards du contribuable burkinabé partis en fumée. Voilà donc un élément de Fatima Tanikema et de Geoffroy Vaha. Et puis on revient ce soir sur un événement qui s'est produit samedi dernier lors du lancement du mouvement Génération de Veille Citoyenne en abrégé GVC. Tout juste après la dite cérémonie, un groupe de jeunes très remontés contre les organisateurs créé le VACAM. Ils expliquent sur place qu'ils avaient conclu un marché avec les premiers responsables du JVC, celui de remplir la salle Jean-Pierre Guingané pour la présentation du mouvement et avec une contrepartie, la modique somme de 2000 francs CFA. La cérémonie terminée, le JVC n'aurait pas rempli sa part du contrat. Témoignage avec notre reporter Linda Sarakabori.
Comme beaucoup de mouvements nés ces dernières semaines, c'est dans une ambiance de grande mobilisation que le mouvement Génération de veille citoyenne a lancé ses activités le samedi 20 août dernier ici à Ouagadougou. Une première sortie réussie pour Mathias Ouedraogo et ses camarades. Cependant, juste après la cérémonie, des scènes plus qu'anecdotiques nous interpellent. Un groupe de jeunes restés à l'entrée de la maison de la culture Jean-Pierre Guingané semble mécontent. L'atmosphère est tendue. Nous laissons tourner notre caméra et tendons le micro. Vraiment, nous, on n'est pas contents pour aujourd'hui. Là. Voilà, donc nous, on est venus, ils nous ont dit qu'ils vont nous donner 2000. Donc on est venus et puis ils ont dit qu'ils vont nous donner 1000 francs. À faire des 1000 francs, on va mettre essence avec le parking, avec la cigarette. Donc ça ne suffit pas quoi. Donc on est là, on n'est pas content. C'est à cause de ça on veut. Voilà. Ils ont mobilisé, on est sortis nombreux. Voilà. Soit disant qu'on va nous donner 2000. Maintenant on est là. Qu'est-ce qu'on n'a pas fait? On a crié dedans ou on n'a pas crié? Même si ces jeunes disent partager les convictions des membres du mouvement Génération de veille citoyenne, la promesse faite doit être respectée. Remettre les 2000 francs CFA car pour certains, l'avenir du mouvement en dépend. Celui qui ne se bat pour quelque chose là, c'est pour la chose. Disons-nous la vérité, nous voulons que le GVC prospère. Mais déjà, ce début commence avec des mensonges. Si on se plaint, c'est à cause de l'argent qui nous a été promis. Jusqu'à ce que nous quittions les lieux, les plaintes continuaient, les uns exigeant à corps et à cri le paiement de ce qui semble être un service rendu. Cette scène démontre, si besoin en était encore, que les salles combles ne font pas la preuve de la conviction partagée par le grand nombre. La méthode n'est pas exclusive aux organisations de la société civile. Certaines têtes couronnées et autres figures sociales monnaient aussi leur présence. Pas surprenant donc que ces jeunes ne se cachent pas d'une pratique qui, somme toute, reste critiquable. Selon un arrêté du ministère en charge du commerce fixant les nouveaux tarifs à la pompe du carburant, le litre du Super 91 a connu une augmentation de 35 francs CFA et celui du gasoil une augmentation de 30 francs CFA. Face à une telle situation, la Ligue des consommateurs que nous avons rencontrée se dit surprise et mécontente. Elle s'explique d'ailleurs dans ce reportage signé Serge Kabouré. Face à la hausse du prix des hydrocarbures entrée en vigueur le 19 août dernier, alors que le prix du baril a chuté à l'international, la Ligue des consommateurs du Burkina exprime son mécontentement. Pour cette structure qui défend le consommateur burkinabé, la hausse du prix du carburant ne saurait se justifier. Il faut dire que cette augmentation est une surprise pour ce qui nous concerne, d'autant plus qu'elle intervient à un moment où le cours du pétrole au niveau international était en baisse. Donc on ne pouvait pas s'attendre à une augmentation du prix du carburant en cette période. Face à cette hausse, le gouvernement a tenté d'apporter des explications avec la situation de déficit dans laquelle se trouve la Sonabi. Du côté de la Ligue des consommateurs, l'on se dit surpris. Nous ne pouvons pas comprendre que l'on dise qu'il y a déficit au niveau de la Sonabi. Quelles sont les raisons exactes de ces déficits? Personne ne sait. Est-ce que c'est lié au fait qu'au Burkina Faso, il y a le coût du carburant est légèrement moindre par rapport à certains pays? Si c'est le cas, et que, comme il l'avait dit précédemment, il y a des brebis galeuses qui se permettent d'exporter le carburant à partir du Burkina, il revient à l'État de prendre ses dispositions de façon à ce que cette pratique-là cesse. À cela s'ajoutent d'autres éléments sur lesquels se fonde la Ligue des consommateurs pour justifier son incompréhension sur cette hausse. Nous avons encore des zones où la production, en tout cas de carburant, le coût du carburant est légèrement bas par rapport à notre pays. Est-ce que des dispositions sont prises pour que, à l'opposé, le carburant ne rentre pas de façon frauduleuse ici? L'autre raison qui fait que nous doutons en tout cas de ces arguments-là, c'est le fait que au niveau national, pourquoi est-ce que l'augmentation c'est à 35 francs et non 20 francs?
il faut qu'on nous dise pourquoi c'est 35 francs et non 20 francs. Pourquoi c'est 35 francs et non 50 francs. Mécontent de cette augmentation, la Ligue des consommateurs du Burkina annonce des actions. Nous avons déjà annoncé les couleurs pour dire que nous ne sommes pas d'accord avec cette énième augmentation qui va encore enchérir le coût de la vie. Parce que lorsque vous allez déjà sur le terrain, même les textes qui étaient sortis pour réglementer les coûts de certains produits ne sont pas respectés. Alors avec cette énième augmentation, c'est sûr que ça va encore être de l'anarchie. Avec cette nouvelle hausse du prix des hydrocarbures, le Super 91 passe de 715 francs CFA à 750 francs, soit une hausse de 35 francs CFA, et le gasoil passe de 645 francs CFA à 675 francs, soit une hausse de 30 francs CFA. Vous l'aurez certainement appris sur les réseaux sociaux, la voiture de l'activiste Serge Bayala, membre de la société civile et secrétaire général de l'association 2 heures pour nous, 2 heures pour Kamita, a été incendiée hier nuit aux environs de 23 heures. Heureusement, aucune perte en vie humaine. Les polices nationales et scientifiques se sont rendus sur les lieux de l'incendie et des prélèvements ont été faits pour les besoins de l'enquête. Cette voiture incendiée appartient à l'activiste Imhotep Bayala. Elle est garée ici, devant un immeuble en construction, hors de la cour de son propriétaire. Vue de l'extérieur, la voiture semble en bon état. Les pare-brises avant et arrière sont intacts. Seule la vitre de la portière arrière droite est brisée. Les vitres des autres portières sont noircies par la fumée. À l'intérieur, le constat est tout autre. Des sièges arrière complètement brûlés et une brique posée sur l'un des sièges. La voiture peut toutefois toujours démarrer. C'est autour de 23h38 que nous avons entendu, moi je dormais déjà, c'est mes colocataires dans la cour qui ont entendu un violent bruit. Et donc ils se sont précipités pour sortir et voir qu'est-ce qui se passait sur la voie. Et c'est là ils ont vu des flammes jaillir à l'intérieur du véhicule. Et donc ils sont revenus nous alerter rapidement. On est sortis et on s'est mis à éteindre les flammes. Mais selon leur dire, quand ils sont sortis net, ils ont vu un monsieur qui était seul. Il a quitté ici et il courait avec son habit enflammé. Des dires de la victime, le suspect n'a pas pu être appréhendé car étant préoccupé par l'extinction du véhicule en flammes. En effet, le véhicule se trouvait non loin d'un dépôt de gaz butane. Et quand on a fini d'éteindre, on s'est rendu compte que il y a une brique qui a été utilisée pour casser le vitre arrière que vous avez vu. Et la brique est d'ailleurs toujours dedans. Et juste en bas, on a vu un marteau, on a vu un poignard, un couteau poignard. Et on a vu sur le véhicule des impacts, des tentatives d'arracher ou d'ouvrir les portières. On a aussi remarqué que sur l'arrière droit, il y a eu des tentatives de décapoter pour pouvoir commettre le délit. Les polices nationales et scientifiques se sont rendues sur les lieux de l'incendie et des prélèvements ont été faits pour les besoins de l'enquête. Les objets retrouvés ont été saisis. L'activiste affirme avoir été plusieurs fois victime de menaces. Serge Bayala espère que les enquêtes permettront de retrouver les auteurs du crime à son endroit. Ils ne sont pas majoritaires au Burkina Faso, mais ils sont présents dans les 45 provinces du pays et partout en Afrique. Les Hausa sont assez connus et leur langue, le Hausa, est classée parmi les 59 langues nationales. Cette langue compte plus de 50 millions de locuteurs de la Radio France Internationale, selon le média. Ce mardi 23 août 2022, l'association Caranta et la sous-commission nationale Hausa, en collaboration avec l'Institut des sciences de société, ont tenu une conférence de presse en prélude à la 8e journée nationale de la langue Hausa prévue ce 26 août. Une rencontre pour donner les grandes lignes de cette activité. Alexis Wenkoni Belemnaba.
Le Haoussa n'est pas seulement une langue, elle désigne aussi un groupe ethnoculturel. Considérée comme une langue transfrontalière véhiculaire, elle est parlée dans plusieurs pays d'Afrique à l'instar du Burkina Faso. En 2006, elle était la première langue en nombre de locuteurs de RFI, la Radio France Internationale. En 2021, le nombre de locuteurs était estimé à plus de 80 millions. En prélude à la 8e journée mondiale de la langue Haoussa prévue le 26 août prochain, la sous-commission nationale Haoussa et l'association Makaranta, en collaboration avec l'INSS, Institut des sciences des sociétés, veulent marquer cette journée. Si aujourd'hui il y a une langue au Burkina qu'on doit prendre compte tenu du contexte régional et même continental, au niveau bien sûr du Burkina, parmi les langues, le Haoussa en tout cas sera aussi bien positionné. Même au niveau de la politique, bien sûr, gouvernementale. Parce que, même au niveau de la diplomatie, cette langue peut être utilisée comme, bien sûr, une langue de communication. Si aujourd'hui, vous pouvez aller étudier en français dans les différents domaines, alors l'Haoussa a atteint ces stades-là. Ça, il peut vous le confirmer. Nous avons vraiment des éminents chercheurs. Aujourd'hui, s'ils vont aller rédiger leurs thèses, ils ne vont pas les rédiger ni en anglais ni en français. C'est purement ça qu'ils vont rédiger de la première page jusqu'à la dernière page pour dire que la langue elle est tellement riche. Cette langue est classée 21e sur les 59 langues répertoriées par la Commission nationale des langues burkinabè. Pour le président de la sous-commission nationale Haoussa, cette langue a aussi sa place comme toutes les autres langues au Burkina Faso. Toutes les langues au Burkina sont concernées bien sûr par ce problème, c'est-à-dire un délaissement quelque part. Donc, qu'est-ce qu'il y a lieu de faire? Donc, c'est-à-dire, ce sont ces activités-là qui vont nous permettre de redynamiser non seulement nos langues et constituer un plaidoyer auprès de l'État pour amener, bien sûr, nos autorités à réellement asseoir toujours une politique linguistique solide. Pour le chef de service liaison recherche et développement de l'INSS, les langues nationales sont aujourd'hui des langues d'enseignement, comme le veut la loi d'orientation de l'éducation. Si votre enfant vous dit que mon professeur a parlé le moré en classe, ne vous indignez pas. C'est juste pour traduire une réalité que peut-être l'enfant ne comprend pas systématiquement, qu'il veut traduire dans la langue pour l'amener à mieux comprendre les enseignements qu'il fait. Donc nos langues sont déjà des langues d'enseignement, ça c'est un premier pas. Maintenant il faut les valoriser et comme on les valorise, justement le gros problème de nos langues c'est que l'environnement lettré et pour les langues nationales n'est pas très favorable. Beaucoup ont fait le bantaré, mais il y a beaucoup d'ouvrages, d'écrits qui ne sont pas toujours faits dans nos langues. Au Burkina Faso, cette célébration est à sa 2e édition et plusieurs activités sont inscrites au menu. Ce sont entre autres des panels, des expositions culinaires, d'objets d'art et utilitaires et des danses traditionnelles. Environ 300 participants venus des régions du pays prendront part à cette journée. De la boxe ce soir, on va à la rencontre du boxeur Alexis Kaboré, dit Yo-Yo. Triple champion du monde, il a plusieurs ceintures à son palmarès. Il s'intéresse à la boxe dès l'âge de 14 ans et compétit sur le plan national et international. Tenez-vous bien, il était 6 fois champion d'Afrique, 3 fois champion au World Boxing Council International, 1 fois champion de la francophonie et 2 fois au World Boxing Association. Ce champion burkinabè a mis fin à sa carrière à cause de son âge avancé, mais surtout par manque de compétition. Aujourd'hui, il n'a qu'un seul souhait, celui de voir des compétitions de boxe sur le plan national afin de promouvoir ce sport. Il interpelle donc le ministère des Sports et la Fédération burkinabè de boxe. Mamitriana Nakamapou. Alexis Kaboré est champion du monde des supercoqs. Le boxeur burkinabè surnommé Yo-Yo a commencé à s'intéresser à la boxe depuis l'âge de 14 ans. Et c'est depuis 2004 qu'il décide de se lancer dans une carrière professionnelle de combattant dans la boxe. Et pendant une décennie, le triple champion du monde a défendu les couleurs du Burkina Faso. En 26 combats enregistrés, Yo-Yo a remporté 25 victoires, dont 6 KO et 1 défaite. J'étais au moins 6 fois champion d'Afrique, catégories différentes. En coq, j'étais champion 3 fois. En super coq, j'étais champion aussi. Ça fait au moins 6 titres d'Afrique. J'ai fait un titre en WA 2 fois. J'ai fait 3 titres WC international. J'ai fait des titres francophonie aussi. 1 fois, j'étais champion francophonie 1 fois. Je suis monté au 4e mondial, au ranking mondial. J'ai fait le demi-finale mondial aussi. Le 1er mai 2015,
Alexis Kaboré a mis en jeu sa ceinture de champion international de boxe WBC catégorie Super Coq, moins de 55 kg contre son adversaire béninois. Au bout des 12 rounds de 3 minutes chacun, le Burkinabé a conservé son titre au point. Selon lui, durant toutes ses compétitions sur le plan national ou à l'international, il a bénéficié du soutien du ministère des Sports et de la Fédération burkinabé de boxe. Mais depuis 2015, les boxeurs burkinabés ne bénéficient d'aucun accompagnement. Une préoccupation majeure, surtout pour la nouvelle génération. Actuellement, le ministère aussi a coupé les financements de la boxe professionnelle. Ça fait que les jeunes s'entraînent. Ils veulent être champions aussi, mais manque de financement. Parce que je suis prêt à accompagner de la jeunesse de persévérer. Je pense que si le ministère faisait le pas, si le ministère nous accompagnait, on va arriver à notre but parce qu'on a des talents. On a des jeunes boxeurs qui sont tellement bons. Et il y a d'autres qui se débrouillent, mais ils essaient, mais ils n'arrivent pas. Manque de moyens. On demande au ministère de nous accompagner. Un appel qui sonne comme un cri de cœur à l'égard du ministère en charge des sports et particulièrement de la Fédération burkinabé de boxe. Pour préparer les combats, on a vraiment beaucoup de moyens pour pouvoir préparer les combats. Et il y a aussi l'énergie qui est là-dessus. Donc ça fait il y a des difficultés. Mais bon, par exemple, la fédération doit nous accompagner aussi. Et si c'est le cas que, si la fédération ne nous accompagne pas dans cette préparation-là, donc je pense que vraiment les difficultés là sont beaucoup. C'est ici que le champion du monde suit ses entraînements avec son coach. Alexis Kaboré dit avoir mis fin à sa carrière à cause de son âge avancé et par l'absence depuis plusieurs années de compétitions organisées sur le plan national. Parce qu'il y a très longtemps, j'ai boxé un combat officiel. J'ai dû faire des petits combats, mais en dehors de Burkina. J'étais à Accra, j'étais en Angleterre. Tout ça, mais c'est des petits combats, pas des gros combats. Mais ici, c'est les sponsors, l'accompagnement du ministère qui nous manquait. C'est pour cela qu'on n'a pas pu boxer ici. Et en attendant que le ministère des Sports et la Fédération burkinabé de boxe initient d'autres compétitions, Alexis Kaboré, dit Yo-Yo, poursuit ses entraînements avec son coach. Il continue aussi à entraîner les jeunes boxeurs. Au Tchad, les travaux du dialogue national inclusif débuteront ce mercredi. L'annonce a été faite par le porte-parole du gouvernement. Initialement prévue pour ce mardi, cette rencontre a été reportée pour des raisons d'organisation, selon le porte-parole. Les échanges déboucheront sur des élections libres et démocratiques et le transfert du pouvoir aux civils. Initialement prévu ce mardi, les travaux du dialogue national inclusif et souverain au Tchad devraient s'ouvrir mercredi. Selon N'Djamena, ce changement a été causé par l'arrivée tardive de certaines délégations. Ces pourparlers très attendus se pencheront sur la réforme des institutions, l'organisation d'élections pour un transfert du pouvoir aux civils. Samedi dernier, Mahamat Idriss Déby Itno avait donné le coup d'envoi de ces travaux. Ce dialogue national inclusif et souverain s'ouvrira moins de 2 semaines après la signature à Doha au Qatar d'un accord entre les autorités de la transition et des groupes rebelles. Un accord qui avait été boycotté par certains partis de l'opposition et des représentants de la société civile. Le calendrier initial de ces travaux prévoit une cérémonie de clôture le 20 septembre prochain. C'est la fin de ce 20h. Merci de l'avoir suivi. Je vous retrouve demain 20h pour une nouvelle édition de l'information. Portez-vous bien. Bonsoir.